Imaginez un petit royaume, perdu dans les montagnes du nord de la Grèce, capable de renverser les empires les plus puissants de son époque. Comment un jeune roi, à peine âgé de 20 ans, a-t-il réussi à bâtir en moins de 15 ans le plus vaste empire que le monde antique ait jamais connu? Et surtout, pourquoi cet empire, né dans un éclat fulgurant, s'est-il effondré presque aussitôt? Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'Empire macédonien, un récit de conquête, de génie militaire, de gloire, mais aussi de fragilité. Bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer ce voyage à travers le temps, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche et partager autour de vous. Cela nous aide énormément à continuer de créer du contenu passionnant et à faire vivre l'histoire ensemble. Et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous vraiment l'histoire de l'Empire macédonien? Ou pensez-vous tout savoir d'Alexandre le Grand? Alors installez-vous confortablement et voyageons ensemble 2400 ans en arrière. Origine et naissance de l'Empire macédonien. Quand on pense à la Grèce antique, on imagine souvent Athènes, la cité des philosophes et de la démocratie, ou Sparte, la cité des guerriers redoutables. Mais peu de gens savent qu'au nord, dans une région montagneuse et souvent méprisée par les Grecs du sud, existait un petit royaume destiné à bouleverser le monde, la Macédoine. La Macédoine n'avait rien de prestigieux au départ. Ses terres, accidentées et couvertes de forêts, n'offraient pas les mêmes richesses agricoles que les plaines fertiles de l'Attique ou du Péloponnèse. Ses habitants, des tribus guerrières habituées à vivre dans un environnement rude, étaient considérés par les Athéniens et les Spartiates comme des semi-barbares. On les voyait comme des Grecs de seconde zone, à la culture rustique, presque provinciale. Pourtant, cette apparente faiblesse allait se transformer en une force. Les Macédoniens vivaient dans une société où la survie exigeait discipline, solidarité et esprit guerrier. Leurs montagnes formaient des forteresses naturelles qui les protégeaient des envahisseurs, mais qui les obligeaient aussi à se battre pour chaque parcelle de terre cultivable. Cette mentalité forgée par la difficulté allait devenir le socle d'un empire. La montée en puissance avec Philippe II, l'histoire bascule véritablement au IVe siècle avant Jésus-Christ. Gétocée avec l'avènement de Philippe II de Macédoine. Avant lui, la Macédoine était un royaume fragile, régulièrement envahi par ses voisins, incapable de rivaliser avec les puissantes cités grecques. Mais Philippe allait tout changer. Jeune prince envoyé comme otage à Thèbes, il observa de près l'organisation militaire des Grecs et en tira une inspiration géniale. De retour dans son pays, devenu roi en 359 avant Jésus-Christ. Intéressé, il entreprit une réforme radicale de l'armée. Il créa la célèbre phalange macédonienne, une formation militaire révolutionnaire. Contrairement aux hoplites grecs, armés de lances courtes, les soldats macédoniens portaient des piques gigantesques, les saris, pouvant atteindre 6 mètres de long. Imaginez des rangées compactes de soldats, leurs piques dressées comme une forêt d'acier, avançant inexorablement, une machine de guerre presque invincible. Mais Philippe n'était pas qu'un militaire. C'était aussi un fin diplomate. Il sut jouer des rivalités entre cités grecques, tantôt par la guerre, tantôt par des alliances, des mariages ou des traités. Petit à petit, il soumit ou rallia à sa cause la plupart des cités grecques, jusque-là farouchement indépendantes. La bataille décisive eut lieu en 338 avant Jésus-Christ. Jatocée à Chéronée. Là, les Macédoniens écrasèrent les forces combinées d'Athènes et de Thèbes. Désormais, la Grèce n'était plus qu'une mosaïque divisée. Elle était sous la domination de la Macédoine. Philippe se posa alors en chef incontesté du monde grec. Mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Son regard se tournait déjà vers l'Orient, vers le colosse de l'époque, l'Empire perse. Le rêve interrompu, Philippe avait préparé minutieusement une expédition contre les Perses. Il voulait venger les anciennes guerres médiques et surtout étendre sa puissance au-delà des frontières traditionnelles du monde grec. Pour la première fois, un roi macédonien envisageait un empire véritablement mondial. Mais le destin en décida autrement. Trece androdox sexoctredive orfer Christus. Jatocée, au sommet de sa puissance, Philippe fut assassiné à Aïgaï lors d'une cérémonie. Les raisons exactes de ce meurtre restent floues. Complot politique, vengeance personnelle, rivalité de cour. Quoi qu'il en soit, son projet s'éteignit brutalement avec lui. Pourtant, son œuvre n'allait pas disparaître. Au contraire, elle trouva un héritier encore plus ambitieux, encore plus audacieux, son fils de 20 ans, Alexandre.
héritage de Philippe et fondation de l'Empire, sans les réformes militaires et politiques de Philippe, jamais l'épopée d'Alexandre le Grand n'aurait été possible. C'est Philippe qui donna à la Macédoine une armée redoutable, une base économique solide et une position dominante en Grèce. Ainsi, on peut dire que la naissance de l'Empire macédonien n'a pas commencé avec Alexandre, mais bien avec Philippe II. Alexandre n'a fait que reprendre le flambeau, porter plus loin encore la vision de son père. La Macédoine, ce petit royaume méprisé, venait de se transformer en la puissance dominante de tout le monde grec, et elle s'apprêtait à se lancer dans la plus grande aventure militaire de l'Antiquité, la conquête de l'Orient. Voilà comment, à partir d'un royaume pauvre et méprisé, la Macédoine est devenue le berceau d'un empire destiné à marquer l'histoire à jamais. 2. L'âge d'or, l'épopée d'Alexandre le Grand. Lorsque Philippe II fut assassiné en 336 avant Jésus-Christ. Jatossé, beaucoup pensèrent que son œuvre allait s'effondrer. Son fils Alexandre n'avait que 20 ans, et il devait faire face à une noblesse macédonienne méfiante, des cités grecques prêtes à se rebeller, et un empire perse immense qui guettait la moindre faiblesse. Mais très vite, Alexandre montra qu'il n'était pas un simple héritier. Il était un visionnaire, un stratège, un conquérant hors du commun. Formé par Aristote, il possédait une culture et une curiosité intellectuelle rares pour un roi guerrier. Mais c'est sur le champ de bataille que son génie éclata. Sa première mission fut de rétablir l'ordre en Grèce. Quand Thèbes se révolta, il la rasa presque entièrement, envoyant un message clair. Nul ne résisterait à la Macédoine. Athènes, effrayée, se soumit sans combat. La Grèce était à nouveau sous contrôle. Libéré du danger intérieur, Alexandre reprit le projet de son père, la conquête de l'Empire perse. Tredjeandred og Firogtrediv, or för Christus. Il franchit l'Hellesponte avec une armée d'environ 35 000 hommes. Ce fut le début d'une campagne militaire légendaire. Dès sa première grande bataille à Granicus, il écrasa les satrapes perses. Mais le véritable choc survint à Issos en 333 avant Jésus-Christ. Là, Alexandre affronta directement le roi perse Darius III à la tête d'une armée bien plus nombreuse. Contre toute attente, les Macédoniens remportèrent une victoire éclatante. Darius s'enfuit, laissant derrière lui sa famille capturée par Alexandre, qui les traita avec un respect inattendu. Ce geste fit naître une image, celle d'un roi non seulement conquérant, mais aussi magnanime. Après Issos, Alexandre se tourna vers l'Égypte, où il fut accueilli en libérateur. Les Égyptiens, lassés de la domination perse, le couronnèrent de pharaon. C'est là qu'il fonda une ville appelée à devenir un phare de civilisation, Alexandrie. Conçue comme une cité de savoir et de commerce, elle allait rayonner pendant des siècles, abritant la fameuse bibliothèque et attirant savants, marchands et artistes du monde entier. Puis Alexandre reprit sa marche vers l'est. À Gaugamel, en 330 et 1 avant Jésus-Christ. Il livra la bataille décisive. Encore une fois, Darius, malgré une armée immense, fut vaincu. L'empire perse, vieux de 2 siècles, s'effondra. Babylone, Suse, Persépolis tombèrent aux mains des Macédoniens. Alexandre s'empara des trésors colossaux des Perses et devint le maître du plus vaste territoire jamais conquis par un seul homme. Mais son ambition ne s'arrêtait pas là. Il poussa toujours plus loin. À travers l'Asie centrale jusqu'aux rives de l'Indus, en Inde, il affronta des éléphants de guerre et des peuples inconnus des Grecs. Pourtant, même victorieux, son armée commençait à s'épuiser. Après 8 ans de campagnes ininterrompues, ses soldats refusèrent d'aller plus loin. Alexandre, contraint, rebroussa chemin. Cet âge d'or ne fut pas seulement militaire. Alexandre rêvait d'unir les cultures. Il encouragea ses officiers à épouser des femmes perses, adopta certains habits et coutumes orientaux et tenta de créer une élite métissée. Sa vision allait donner naissance à l'hellénisme, ce mélange entre culture grecque et traditions orientales. En moins de 15 ans, Alexandre bâtit un empire allant de la Grèce à l'Inde. Jamais dans l'Antiquité, un pouvoir ne s'était étendu aussi vite, ni avec une telle ampleur. Cet âge d'or fut bref, mais d'une intensité inégalée. 3. Les grands dirigeants de l'Empire macédonien. L'histoire de l'Empire macédonien ne peut pas être comprise sans s'attarder sur les figures qui l'ont façonné. Car si l'on pense immédiatement à Alexandre le Grand, il ne fut pas le seul à marquer cette épopée.
Avant lui, son père Philippe II avait jeté les bases de la puissance macédonienne. Et après lui, ses généraux, les diadoques, se disputèrent son héritage, créant de nouvelles dynasties qui prolongèrent, chacune à leur manière, l'influence de la Macédoine. Philippe II Konuins. Le bâtisseur, avant d'évoquer Alexandre, il faut comprendre l'importance de son père, Philippe II. C'est lui qui transforma la Macédoine d'un petit royaume périphérique en une puissance dominante. Par ses réformes militaires, diplomatiques et économiques, il donna au pays une structure solide et une armée invincible. Philippe n'était pas seulement un stratège de génie, mais aussi un roi visionnaire. Il comprit que la Grèce, divisée entre cités rivales, ne pourrait jamais rivaliser avec les grands empires orientaux. Il fit donc de la Macédoine le ciment qui allait unir le monde grec. C'est aussi Philippe qui éduqua Alexandre, l'initiant à l'art de la guerre et à la politique. Sans lui, jamais l'épopée d'Alexandre n'aurait été possible. Alexandre le Grand, le conquérant visionnaire Alexandre III de Macédoine, dit le Grand, reste l'icône absolue de cette histoire. À seulement 20 ans, il prit les rênes du royaume et en l'espace de 12 ans, créa un empire gigantesque qui s'étendait de la Grèce à l'Inde. Ce qui distinguait Alexandre de la plupart des conquérants, c'était sa combinaison de qualités. Courage inégalé, intelligence tactique, charisme magnétique et soif insatiable de gloire. Il menait ses troupes en personne, toujours en première ligne, prenant les mêmes risques que ses soldats. Cela lui valut une loyauté inébranlable de son armée. Mais Alexandre n'était pas seulement un guerrier. Formé par Aristote, il portait un intérêt réel aux cultures, aux sciences et aux peuples conquis. Son projet dépassait la simple domination militaire. Il rêvait d'un monde unifié, d'un empire où Orient et Occident fusionneraient. Même si ce rêve s'éteignit avec lui, il marqua profondément l'histoire. Les diadoques, les héritiers d'Alexandre la mort prématurée d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ. Jatsacé laissa son empire sans héritier adulte. Son fils était encore un enfant, et ses proches ne purent maintenir l'unité d'un territoire aussi vaste. Très vite, ces généraux, appelés les diadoques, se partagèrent l'empire, entraînant une série de guerres civiles qui déchirèrent le monde macédonien. Ptolémée Ier prit le contrôle de l'Égypte. Pragmatique et habile, il établit une dynastie qui dura près de 3 siècles jusqu'à la célèbre Cléopâtre. L'Égypte ptolémaïque devint un centre de savoir et de richesse, avec Alexandrie comme capitale culturelle du monde antique. Séleucos Ier fonda l'empire séleucide, qui s'étendait de l'Asie mineure jusqu'aux confins de la Perse. Bien que fragile et menacé de toutes parts, cet empire joua un rôle clé dans la transmission de la culture grecque à l'Orient. Antigone Hier et ses descendants contrôlèrent la Macédoine et la Grèce. Leur dynastie, les Antigonides, assura une continuité du pouvoir en Europe malgré les menaces extérieures, notamment celles de Rome. D'autres généraux, comme Lysimaque en Thrace ou Cassandre en Macédoine, prirent aussi leur part du gâteau, mais leurs royaumes furent moins durables. Ces héritiers ne possédaient pas le génie unificateur d'Alexandre. Au lieu de coopérer, ils se combattirent sans relâche, chacun cherchant à dominer les autres. Pourtant, leur action ne fut pas vaine. Ils posèrent les fondations de ce qu'on appelle le monde hellénistique, où la culture grecque se diffusa jusqu'aux confins de l'Asie. L'héritage des grands dirigeants. Ainsi, les grands dirigeants macédoniens se partagent dans 3 générations. 1. Philippe II, le bâtisseur, qui donna à la Macédoine ses armes et son unité. 2e, Alexandre le Grand, le conquérant, qui porta cette puissance à son apogée. 3. Les diadoques, les héritiers, qui fragmentèrent l'empire, mais en assurèrent la transmission culturelle. Leur point commun, tous ont marqué durablement l'histoire. Philippe par sa vision stratégique, Alexandre par son ambition démesurée et son charisme, et les diadoques par la diffusion du modèle macédonien bien au-delà des frontières initiales. On peut dire que si l'empire d'Alexandre s'est rapidement effondré politiquement, il a survécu par la puissance de ses dirigeants. Chacun, à sa manière, a contribué à forger une nouvelle ère, celle de l'hellénisme, où les dieux grecs, les philosophies et les sciences d'Aristote côtoyaient les palais perses et les croyances orientales. Les grands dirigeants macédoniens furent donc bien plus que de simples souverains, ils furent des bâtisseurs de monde.
Leur héritage, à travers Alexandre et ses successeurs, continue encore aujourd'hui d'influencer notre vision de la puissance, du leadership et de l'unité des peuples. 4. Défis et crises. Les faiblesses d'un géant. L'histoire de l'Empire macédonien ressemble à une étoile filante, brillante, fulgurante, mais de courte durée. Derrière les conquêtes spectaculaires et l'aura presque mythique d'Alexandre, l'Empire portait en lui de nombreuses faiblesses. Ce sont ces fissures, souvent invisibles pendant les victoires, qui allaient provoquer crise, guerre intestine et finalement l'effondrement d'une puissance pourtant inégalée. Un empire sans fondation solide. Le premier défi de l'Empire macédonien résidait dans sa rapidité de construction. Alexandre avait conquis en à peine 12 ans un territoire immense s'étendant de la Grèce à l'Inde. Mais comment administrer une telle mosaïque de peuples, de cultures, de langues et de religions ? Contrairement aux Perses, qui avaient mis des siècles à construire un appareil administratif efficace, Alexandre n'avait pas eu le temps de créer une organisation durable. Il plaçait souvent ses généraux comme gouverneurs, mais ceux-ci pensaient davantage à enrichir leur propre pouvoir qu'à administrer loyalement au nom de l'Empire. En d'autres termes, l'Empire reposait sur le charisme et la présence d'Alexandre. Tant qu'il était vivant, les peuples conquis obéissaient. Mais sans lui, l'édifice risquait de s'écrouler. La résistance des peuples conquis. Un autre défi majeur fut la résistance permanente des populations. Même si Alexandre se voulait unificateur, toutes les cultures ne voyaient pas d'un bon œil cette domination macédonienne. En Grèce, par exemple, les cités ne cessèrent de rêver d'indépendance. Athènes, Thèbes, Sparte, toutes nourrissaient le souvenir de leur grandeur passée et supportaient mal la tutelle macédonienne. En Asie, certaines régions se soulevèrent régulièrement, obligeant Alexandre à mener des campagnes répressives pour maintenir l'ordre. Ces révoltes chroniques montraient que l'Empire, malgré ses victoires éclatantes, n'avait pas réussi à gagner les cœurs de tous ses sujets. Les guerres intestines, le plus grand défi, surgit après la mort d'Alexandre en 323 avant notre ère. Jotocée, il avait seulement 32 ans et il n'avait pas laissé d'héritier en âge de régner. Sa femme Roxane était enceinte, mais son fils n'était pas encore né. Cette situation plongea l'Empire dans le chaos. Qui allait succéder au conquérant ? Son demi-frère Philippe Aridée, mentalement instable, son fils à naître, ou l'un de ses généraux qui avaient tous goûté à la gloire et rêvaient de couronne. Très vite, l'unité de l'Empire vola en éclats. Les généraux, les fameux diadoques, se déchirèrent pour le pouvoir. Les guerres des diadoques durèrent plusieurs décennies, transformant l'héritage d'Alexandre en un champ de bataille permanent. Alliances brisées, trahisons, assassinats, l'Empire macédonien, au lieu d'unir le monde, sombra dans des guerres intestines sans fin. La richesse, entre force et faiblesse, les conquêtes d'Alexandre avaient rapporté d'immenses trésors. Les coffres perses, remplis d'or et d'argent accumulés depuis 2 siècles, tombèrent aux mains des Macédoniens. Mais cette richesse, au lieu de consolider l'Empire, eut aussi des effets pervers. Les généraux, ivres de luxe, construisirent des palais fastueux, s'entourèrent de courtisans et se perdirent parfois dans l'orgueil. L'armée, autrefois disciplinée et motivée, commença à se relâcher, exigeant toujours plus de soldes et de privilèges. La corruption, les intrigues de cour et les dépenses extravagantes minaient peu à peu l'efficacité de l'Empire. L'ombre de Rome, pendant que la Macédoine et les royaumes issus de l'Empire d'Alexandre se déchiraient, une nouvelle puissance grandissait à l'ouest, Rome. Au départ, personne ne prit au sérieux cette petite cité italienne. Mais sa discipline militaire, son organisation politique et sa soif d'expansion allaient progressivement en faire une rivale redoutable. Les Macédoniens, divisés, ne purent présenter un front uni face aux Romains. Au IIe siècle, avant Jésus-Christ. Les fameuses guerres macédoniennes opposèrent aux successeurs d'Alexandre. Après plusieurs batailles, la Macédoine perdit son indépendance. En Undra Firtiosex Ave. Jotocée, elle devint officiellement une province romaine. Ce fut l'un des coups de grâce portés à l'héritage macédonien. Les crises d'un empire éphémère. En définitive, l'empire macédonien fut victime de ses propres contradictions. Une conquête trop rapide, impossible à consolider. Des peuples conquis difficiles à contrôler. Une absence de succession claire après la mort d'Alexandre, la cupidité et l'orgueil de ses généraux, et enfin, la montée en puissance d'ennemis extérieurs comme Rome.
Ces défis et crises montrent que la gloire ne suffit pas pour bâtir un empire durable. L'histoire de la Macédoine illustre à quel point la puissance peut être fragile quand elle repose sur un seul homme et non sur des institutions solides. L'épopée macédonienne est donc aussi une leçon. Conquérir le monde est une chose, mais le gouverner et le faire durer en est une autre. 5. Chute ou transformation. La fin d'un rêve. L'empire macédonien, tel qu'Alexandre l'avait bâti, ne dura qu'un souffle dans l'histoire. Pourtant, sa disparition ne fut pas brutale, mais progressive, par une série de transformations, de divisions et d'absorptions qui allaient remodeler le monde antique. La chute n'est donc pas seulement une destruction, mais aussi une métamorphose. Voyons ensemble comment un empire aussi vaste s'est effrité, et surtout comment il a donné naissance à une nouvelle ère. Les guerres des Diadoques, la fragmentation, la mort d'Alexandre en 323 avant notre ère. Jatocée fut un véritable cataclysme. Aucun plan clair de succession, pas d'héritier adulte, et un empire trop vaste pour être gouverné par un seul homme. Ces généraux, les Diadoques, se partagèrent alors les territoires dans un climat de méfiance et de rivalité. Rapidement, des guerres éclatèrent, chacun voulait s'approprier une part du butin impérial. Ptolémée prit l'Égypte, où il fonda une dynastie puissante qui dura près de 300 ans, jusqu'à Cléopâtre. Séleucos contrôla la plus grande partie de l'Asie, donnant naissance à l'Empire séleucide. Cassandre s'installa en Macédoine et en Grèce. Lysimaque s'empara de la Thrace et de l'Asie mineure. L'unité rêvée par Alexandre n'existait déjà plus. L'Empire s'était transformé en plusieurs royaumes indépendants, souvent en guerre les uns contre les autres. Le monde hellénistique, une renaissance culturelle. Même si l'Empire macédonien s'était désintégré politiquement, il avait semé une graine qui allait fleurir, l'hellénisme. Alexandre avait encouragé les mariages mixtes, fondé des villes comme Alexandrie, et diffusé la culture grecque dans tout l'Orient. Ses successeurs poursuivirent cette politique, volontairement ou par nécessité. Résultat, de la Méditerranée jusqu'aux rives de l'Indus, on parla le grec, on adopta les modes de pensée grecs, et on mélangea les traditions locales avec celles de la Grèce. En Égypte, Alexandrie devint la capitale culturelle du monde, avec sa bibliothèque légendaire et son phare, l'une des 7 merveilles du monde. En Asie, les rois séleucides introduisirent l'art grec tout en intégrant des influences perses et orientales. Dans les royaumes grecs d'Inde, comme celui des Gréco-Bactriens, on produisit une culture unique, mélangeant dieux grecs et divinités indiennes. Ce monde dit hellénistique n'était plus l'empire d'Alexandre, mais il était l'héritier de son ambition. Unir l'Orient et l'Occident dans une même civilisation. Rome, le fossoyeur de la Macédoine. Pendant que les royaumes hellénistiques prospéraient, une nouvelle puissance montait en Méditerranée. Rome. Au début, les Romains ne représentaient pas une menace sérieuse pour les successeurs d'Alexandre. Mais leur discipline militaire, leur organisation politique et leur détermination allaient faire la différence. Au IIe siècle, avant Jésus-Christ. Les guerres macédoniennes opposèrent à la Macédoine. Après plusieurs affrontements, les légions romaines vainquirent les armées macédoniennes. En Sandra Sexiota la bataille de Pydna marqua un tournant. L'armée macédonienne, pourtant redoutable avec sa phalange, fut écrasée par la souplesse tactique romaine. En Ondra Firtiosex Av. Josée, la Macédoine fut transformée en province romaine. Peu à peu, les autres royaumes hellénistiques subirent le même sort. En Chrétien d'avenue, Gessé, après la mort de Cléopâtre, l'Égypte devint à son tour romaine. Ainsi, l'empire d'Alexandre s'éteignait définitivement, absorbé par une puissance encore plus grande. Chute ou métamorphose? Alors peut-on vraiment parler de chute? D'un côté, oui, l'empire macédonien n'existait plus, ses territoires étaient partagés et ses dynasties balayées par Rome. Mais d'un autre côté, son héritage survécut. La langue grecque resta la langue internationale pendant des siècles, même sous domination romaine. Les sciences, la philosophie et l'art grec rayonnèrent dans tout l'Empire romain. Les idées d'Alexandre, unir les peuples, mélanger les cultures, dépasser les frontières, continuèrent d'influencer les civilisations suivantes. En réalité, l'Empire macédonien ne s'est pas effondré dans l'oubli. Il s'est transformé en une nouvelle réalité, celle du monde hellénistique, qui fut ensuite intégrée et amplifiée par Rome. La leçon de l'histoire. L'histoire de la Macédoine nous montre que la chute n'est jamais totale. Même les empires qui disparaissent laissent une empreinte durable.
L'Empire macédonien a cessé d'exister en tant qu'entité politique, mais il a changé la face du monde. On peut dire que la fin d'Alexandre n'était pas une mort, mais une transformation. Son empire a disparu, mais son rêve d'un monde mêlé, connecté et cosmopolite a survécu dans la culture, la science et la pensée. Ainsi, la chute de la Macédoine n'était pas seulement un effondrement, mais une renaissance. Car parfois, ce qui s'éteint dans la politique renaît dans la culture. Impact aujourd'hui, l'héritage vivant de l'Empire macédonien. Lorsque l'on parle de l'Empire macédonien, certains imaginent un empire disparu, une gloire ancienne effacée par le temps. Pourtant, l'empreinte d'Alexandre le Grand et de ses successeurs est partout autour de nous, dans nos langues, dans nos villes, dans notre culture et même dans notre façon de penser le monde. L'Empire n'existe plus, mais son héritage continue de rayonner, plus de 2000 ans après sa disparition. La langue et la culture grecque, toujours vivantes. L'une des plus grandes réussites de l'Empire macédonien est d'avoir diffusé la langue grecque bien au-delà des frontières traditionnelles de la Grèce. Après les conquêtes d'Alexandre, le grec devint une sorte de langue internationale, utilisée dans le commerce, la diplomatie, la science et la philosophie. C'est grâce à cette diffusion qu'une grande partie du savoir de l'Antiquité a été préservée et transmise. Les philosophes grecs, les mathématiciens comme Euclide ou Archimède, les médecins comme Hippocrate, tous purent être lus et compris d'un bout à l'autre du monde méditerranéen. Même la Bible fut traduite en grec, dans une version appelée la Septante, ce qui permit au christianisme naissant de se répandre rapidement dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui encore, des milliers de mots de nos langues modernes viennent du grec. Les sciences, la médecine, la philosophie portent cette marque. Ainsi, sans l'expansion macédonienne, la Grèce n'aurait peut-être pas laissé une empreinte aussi universelle. Villes et monuments hérités d'Alexandre partout où Alexandre est passé, il a laissé derrière lui des traces concrètes, des villes. On en compte plus de 70 portant son nom ou inspirées par lui, la plus célèbre étant Alexandrie en Égypte. Cette cité devint un centre de savoir unique avec sa bibliothèque et son musée, attirant savants, poètes et philosophes. Le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde, reste encore aujourd'hui un symbole de lumière et de connaissance. D'autres cités fondées par Alexandre ou ses successeurs ont survécu, parfois sous d'autres noms, mais continuant d'influencer le développement urbain et commercial de régions entières. Quand on marche aujourd'hui dans certaines villes du Proche-Orient, d'Asie centrale ou d'Égypte, on foule encore les vestiges de cette époque où l'Empire macédonien rayonnait. Une vision politique et culturelle, Alexandre n'était pas seulement un conquérant. Il avait une vision, celle d'unir des peuples différents sous une même autorité et d'encourager les échanges entre cultures. C'est ce que les historiens appellent le cosmopolitisme hellénistique. Même si ses successeurs n'ont pas toujours poursuivi son idéal, le monde a changé durablement. L'idée qu'un empire peut être non seulement militaire, mais aussi culturel, était nouvelle. Avant lui, la domination signifiait souvent l'écrasement des vaincus. Avec Alexandre, au contraire, on assiste à une fusion. Mariage entre traditions grecques et orientales, nouvelles formes d'art, de philosophie et même de religion. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, cette idée de métissage et d'ouverture culturelle trouve une résonance particulière. On peut voir Alexandre comme un précurseur de cette vision universelle. Héritage artistique et scientifique. Le monde hellénistique, issu de l'Empire macédonien, a produit des avancées extraordinaires. En art, des statues plus réalistes, plus expressives, capables de transmettre des émotions humaines. En architecture, des villes planifiées, des palais somptueux, des théâtres grandioses. En sciences, l'astronomie, la géométrie, la médecine firent des bonds en avant. On doit à cette époque des découvertes comme la mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène. Ces progrès ne furent pas perdus avec la chute des royaumes hellénistiques. Ils passèrent à Rome, puis de Rome à l'Europe médiévale et moderne. En d'autres termes, une partie de ce que nous appelons aujourd'hui la science et la culture occidentale trouve sa racine dans cette période initiée par la Macédoine. L'inspiration universelle d'Alexandre au-delà des pierres et des textes, l'Empire macédonien a laissé un mythe, celui d'Alexandre le Grand. Pour les Romains, il fut un modèle à imiter. Pour les Perses, un rival respecté. Pour les Arabes et les musulmans du Moyen-Âge, il devint une figure légendaire, parfois associé au Dhul Qarnayn du Coran. Pour les Européens modernes, il incarna l'aventurier, le stratège parfait, le visionnaire.
Encore aujourd'hui, son nom inspire. Des films, des livres, des jeux vidéo lui sont consacrés. Les militaires étudient encore ses batailles. Les historiens le considèrent comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire. Un héritage qui traverse le temps. En somme, l'Empire macédonien n'a pas seulement marqué son époque. Il a façonné le monde antique, influencé Rome, préparé le terrain pour le christianisme et plus tard pour la civilisation occidentale. Il nous a légué des villes, des mots, des idées et des rêves. Il nous rappelle qu'un homme, en moins de 15 ans, peut changer la carte du monde et l'imaginaire collectif pour toujours. Aujourd'hui, quand on contemple une colonne grecque, quand on lit un texte philosophique, quand on marche dans une ville méditerranéenne, on voit encore l'ombre de l'Empire macédonien. Alexandre n'est plus là, mais son empreinte reste vivante, intemporelle. L'Empire qui n'a jamais vraiment disparu, l'histoire de l'Empire macédonien, c'est l'histoire d'un rêve fou, porté par un jeune roi de 20 ans qui voulait repousser toutes les limites. En moins de 15 ans, Alexandre le Grand a bouleversé le monde antique, renversé l'Empire perse, fondé des dizaines de villes et semé les graines d'une civilisation nouvelle, l'hellénisme. Et même si son empire politique s'est effondré après sa mort, son héritage, lui, a traversé les siècles. On le retrouve dans nos langues, nos sciences, nos arts, nos villes, et jusque dans notre façon de penser l'unité entre les peuples. L'Empire macédonien n'a pas seulement conquis des territoires, il a conquis le temps. Il nous enseigne une chose essentielle. Les empires tombent, mais les idées survivent. La puissance militaire finit toujours par s'éteindre, mais la culture, la connaissance et les visions universelles continuent d'éclairer les générations futures. Alors, en repensant à cette épopée incroyable, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui compte le plus dans l'histoire d'un empire ? Sa durée ou l'héritage qu'il laisse derrière lui ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce voyage dans le temps, n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner pour ne rien rater des prochaines explorations historiques. Et maintenant, je te pose une question. Selon toi, Alexandre le Grand était-il un conquérant ambitieux assoiffé de pouvoir ou bien un visionnaire qui rêvait vraiment d'unir les peuples ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, j'ai hâte de lire ton avis.